Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. De la lumière pour Bon Matin Marvel. Aujourd'hui, j'ai Pierre-Luc Tifo, première chronique du côté Comics Marvel, univers de bande dessinée. Salut Pierre-Luc, ça va? Bonjour, très bien. Bon, initiation aujourd'hui, je te fais initier. Tu vas voir un peu comment on fait nos épisodes sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Mais je veux te laisser te présenter aujourd'hui. Je veux que les gens qui vont regarder les vidéos comprennent un peu pourquoi je t'ai demandé à toi de participer comme collaborateur. Tu vas comme aller dans l'intervalle avec Benoît Vincent Roch, qui est déjà avec moi depuis près de 2 mois, à toutes les 2 semaines. Puis là, je veux que les gens te connaissent. Pourquoi, d'après toi, j'ai été choisi pour participer justement à Bon Matin Marvel? Présente-toi là, à tout le monde. En gros, je viens de la Rive-Sud. OK. J'ai grandi dans le coin de Belleuil. OK. J'ai déménagé à Montréal en 2000. Ah ben, en passant, tu parles d'un quelqu'un où est-ce que sa famille vient toute de McMasterville et Belleuil en passant. Fait que salut. D'ailleurs, à McMaster, c'est là que j'ai fait mon secondaire. OK. Depuis comme plusieurs années, j'étais, mettons, dans les jeux de société puis dans le cosplay. OK. Mettons, permis à faire des rencontres de toutes sortes de personnes. OK. Oui, mais ça t'a permis de t'épanouir, disons ça, même socialement avec les gens, là, à travers le côté cosplay, le côté comics, d'interagir avec d'autres mondes qui trippent. C'est un peu comme quand on va dans des Comic-Con. Là, tu te retrouves, tu sais, comme, hey, je suis pas tout seul, il y a d'autres mondes comme moi qui trippent dans le même genre d'affaires, c'est ça? C'est ça, l'affaire que je trouvais intéressant, c'est que avec la quantité de personnes, disons, dans le bassin, donc aujourd'hui, il y en a certains, je pourrais dire que c'est comme de la famille pour moi. Mm-hmm. J'ai déjà participé à un groupe de cosplay qui s'appelle New Wires, qui à l'époque ramassait des fonds pour le camp. Donc ça m'a vraiment, disons, ça m'a permis à voyager. J'ai fait pas mal de conventions un peu partout. OK. Puis aujourd'hui, maintenant, tu collectionnes des comics de Marvel. Est-ce que tu collectionnes d'autres comics, mettons, si j'ose dire, DC Comics, Dark Horse, Image, je ne sais pas si ça existe encore, IDW. En gros, ouais. ça fait peut-être une vingtaine d'années que je collectionne. OK. Au début, ça, j'étais dans Marvel, DC, Dark Horse, IDW, Zenescope, Dynamite, vraiment comme un peu de tout. Puis dans les dernières années, je me concentre plus dans Marvel et DC. OK. Question de budget. Ouais, je veux pas les bandes dessinées, j'ai remarqué ça avec Benoît Vincent, ça demande quand même une bonne partie du portefeuille à dépenser chaque semaine si on veut suivre l'histoire. Je me rappelle les premiers comics que j'ai achetés. C'était quelque chose comme 2,25 US. OK. Là, c'est rendu à 4 US. Donc, avec le taux d'échange, ça fait à peu près 5 le comic. Ouais. Donc, quand tu achètes, mettons, une dizaine par semaine, ça monte assez vite. Ouais, OK. C'est que ça demande d'être dédié dans le côté budget, loisir. Budget, c'est ça. Et je dirais sélectif. Ouais, c'est ça. Tu peux plus te permettre de dire je vais collectionner un peu de tout, puis tu te concentres sur une chose, gars, comme il y a du monde de mon côté qui m'encourage à commencer à collectionner des Funko Pop parce qu'on a commencé des concours sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Puis je me suis juste, parce que j'ai reçu un cadeau à mon anniversaire au mois de mars, j'ai reçu un Optimus Prime Funko Pop. Je trouvais ça cute, j'étais comme OK, c'est correct parce que depuis que je suis jeune, moi j'aime les Transformers, OK? Puis
lorsque j'ai commencé à magasiner pour pouvoir acquérir des Funko Pop, pour pouvoir offrir des figurines en concours à chaque mois, ben, en même temps, j'ai dit, ben, me pogner au moins Megatron, tu sais, je vais au moins avoir les deux chefs, là, tu sais, les Megatron et Optimus Prime. Puis là, tout le monde dit, commence à collectionner les Funko Pop, tu vois, c'est comme une drogue, c'est additif. Puis là, je fais, non, 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 non. Mais en même temps, derrière de moi, je me dis, un peu comme ce que tu dis, il faut que tu sois sélectif. Parce que dans peu importe ce que tu t'en vas, ça peut être débridé là, comme côté collectionneur. Là. Puis là, je me dis, ben écoute, si jamais j'achète d'autres Funko Pops, je vais me limiter aux Transformers. Tu sais, je n'irai pas commencer à collectionner du Marvel, à commencer à collectionner du DC, des personnages de films, ça n'a pas d'allure. Là. Fait que j'imagine qu'il y en a un comics au prix que c'est ça, ouais. Tu te concentres, tu dis, OK, je vais commencer à suivre, mettons, si c'est pas juste même du Marvel, tu vas peut-être juste dire, ben moi, je vais juste dans le Spider-Man ou juste dans les X-Men ou dans les Avengers ou des choses comme ça, j'imagine? Oui, en gros. Parce que à un moment donné, ton budget ne peut pas te permettre de pouvoir tout acheter. Combien qui sort, combien de bandes dessinées chaque semaine qui sortent sur le marché? Là? Je ne sais pas encore, je sais que présentement, les commerces sont pas mal sûrement à cause de la pandémie, mais que ce soit disponible en ligne ou dans des commerces. Il y a combien, mettons, Marvel, DC, tu sais, si tu comptes les 3-4 grosses compagnies, là, ils sortent combien de bandes dessinées par semaine? Peut-être une quarantaine. Une quarantaine par semaine, là, c'est énorme. Là, moi, je te dis que si tu comptes tout le monde. Oui, non, c'est ça. Toutes les publishers, là. Mm-hmm. Donc, les plus gros, c'est Marvel DC. Après ça, c'était comme Dark Horse et DW, qui sont comme les plus gros. Là. OK. Mais il y a encore des plus petits comme Genescope, puis d'autres un peu moins connus. OK. Ouais. Là, les indépendants aussi. Là. Ah, c'est ça. Puis, ouais, je me rappelle à l'époque aussi, au début des 2000, il y a certains indépendants que je collectionnais qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. À cause que peut-être le marché était trop pas saturé, mais. Oui, ils ont été achetés aussi. Là. Il y en a qui ont fait banqueroute, il y en a qui ont été achetés. Là. Quand j'étais jeune, moi, il y avait, je ne sais même pas si ça existe encore, par exemple, il y avait Mirage Studio, ceux qui ont sorti les Ninja Turtles. Bon, ça existe encore aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, mais... oui. C'est vrai. Et Minch, j'avoue que ça, c'est aussi très gros. Bon. Un que je me rappelle qui existait à l'époque, qui était acheté, c'est peut-être encore sur le même nom ou un nom différent, c'est Devil's Due Publishing. Oui. Oui, c'est des noms qui me disent de quoi, mais c'est ça. En réalité, on a tout le temps le Big Two. Là. Il y a Marvel et DC, puis il y a les autres après. Là. C'est eux qui s'accaparent les deux grosses pointes de tarte du marché. Mais écoute, je vais commencer aujourd'hui avec toi. Je te pitch ça parce que on en a discuté un peu avant l'enregistrement. Côté adaptation comics, quand ce qu'on voit avec les séries sur Disney Plus et sur les grands écrans, là, il y a une photo qui est sortie. Jeremy Renner a sorti une photo de lui et d'un autre personnage lors du tournage de la série Hawkeye qui va être présentée cet automne sur Disney Plus. Et je vais avoir ton feedback parce que toi, vu que tu lis présentement les comics, ça a l'air que son costume est beaucoup plus authentique à ce qu'on voit dans les bandes dessinées. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu du design ou qui a créé ça dans les comics, le costume de Hawkeye. En tout cas, c'est vrai qu'il y a certaines plus ressemblances par rapport à ce qu'on a vu dans les films. Côté costume, la série, ça me fait penser, c'est côté run de Matt Fraction. OK. Puis si on regarde, moi j'ai d'ailleurs. Oui, montre-moi ça, ouais. OK, ouais, ben c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça avec le V là, de Goldorak là, au milieu. Là. C'est ça. OK. Ça fait quand même quelques années que c'est sorti. C'est quand même très bien fait. Mais ça, c'est. Tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est l'imitateur qui se fait imiter. Parce que Hawkeye, je me rappelle bien, lorsque j'étais jeune, son costume était plus comme un genre de. Un masque à la Wolverine un peu, puis il y avait un look un peu à la Robin Hood, un peu avec des bottes avec les gros, comme les grosses bottes à la Captain America. Là, j'ai l'impression que ce que la série de Hawkeye sur Disney Plus adapte du comic, c'est le comics qui s'est adapté par rapport au film précédemment. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ils ont modifié Oui, le costume pour que ça ressemble au film, puis là, la série Disney Plus va ressembler aux comics. Il y a comme un limitateur imité, là. on pourrait dire qu'avec les années, c'est quand même un personnage qui existe de nombreuses années. Ouais. Il y a eu certaines variantes du costume. Ça me fait penser à la série plus classique de Avengers. Mettons, les années, je sais pas, peut-être les années 80, Ah oui? il me semble. Parce que les costumes, moi, ce que je me rappelle quand j'étais jeune, le costume des années 80, c'était plus flamboyant. Le gros masque, les grosses bottes à la Captain America, là, large, avec la cotte de maille sur le chest. Puis, c'était comme s'il y avait un... Hawkeye, pour moi, quand j'étais jeune, le costume, c'était comme un amalgame de Wolverine puis de Captain America en un, couleur mauve. C'était ça. Puis là, Moi, j'avais pas, je me rappelle avoir vu une photo de genre. oh, donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu en penses finalement? As-tu vu cette photo-là qui est en ligne sur Internet de Jeremy Renner avec les costumes? Qu'est-ce que tu en Oui, penses? Qu'est-ce que tu en penses? c'est très bien. Ouais. C'est plus. C'est un bon mix. C'est un bon mix du côté réel puis de l'adaptation en bande dessinée, c'est ça. Ouais, J'ai l'impression que les gens qui travaillent sur les costumes, le design des uniformes, appelons ça de même, là, des personnages de Marvel pour Disney, essayent d'être le plus authentique possible aux comics, encore plus qu'il y a 5, 6, 7 ans, lorsque le MCU a pris son ascension, où est-ce qu'ils prennent moins de liberté, mais essayent vraiment d'être authentiques pour rendre honneur un peu au design qui a été apporté dans les comics. Fait que, tu sais, je veux dire, on a vu le Falcon qui devient le Captain America dans la série de Falcon and the Winter Soldier. Le design final est quasiment identique à ce qu'on voit dans les comics. Là, ce qu'on voit avec Jeremy Renner en Hawkeye, j'ai l'impression que ça va ressembler beaucoup à ce qu'on voit dans les comics des dernières années. Ton point de vue là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est une bonne idée ou est-ce que tu es mieux quand que les films ou les séries prennent de la liberté un peu pour changer les costumes? T'aimes-tu mieux que ça soit plus authentique ou que ça soit différent un peu? je te dirais authentique. OK. Tant que ça ne va pas au ridicule, c'est ça? Côté, mettons, liberté que je serais peut-être ouvert, serait peut-être côté histoire par rapport au comic. Ouais. Je ne veux pas, c'est pas vraiment, disons, un copier-coller. Non, mais là, pour le côté histoire, ça fait depuis le début, je pense, la recette qui leur fonctionne très bien, là, qui leur réussit. Ils vont prendre 3-4 éléments d'un comics Ouais. ou de plusieurs comics, puis ils vont faire un film ou une série avec ça. Puis en même temps, pour tous ceux qui ont lu les comics, ça nous permet d'avoir de quoi de nouveau à quelque part. Parce que si ils font juste prendre une bande dessinée puis ils l'adaptent au cinéma, ben on sait déjà qu'est-ce qui va arriver, puis c'est ça qui est plate. D'un sens, c'est le fun, c'est d'être surpris puis d'avoir des choses qui sont rajoutées un peu à l'histoire. Là. Mais le côté design des costumes, moi, en tout cas, je suis pour ça. Je trouve ça euh, tant si longtemps qu'on n'avait pas vu encore MODOK en grand écran. Là. Ça, ça risque d'être spécial s'ils font ça de au cinéma. Mais j'ai mon pour dire que l'acteur qui serait idéal pour faire MODOK au cinéma, c'est Jack Black. Nous, on voit sur Internet comme quoi c'est un grand fan de Marvel. Là. Il fait ses vidéos TikTok là, avec Captain America, puis avec Thor, puis avec Hulk. En tout cas, moi, je me dis tout le temps que Jack Black serait parfait pour faire MODOK. Mais ça c'est une autre histoire pour une autre journée. Parfait. OK. Pierre-Luc, on va parler aussi aujourd'hui des rumeurs. T'aimes-tu ça parler de rumeurs? Bien sûr. OK. Toujours. Parce que présentement, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de la série She-Hulk qui s'en vient sur Disney Plus et de Spider-Man 3, le Spider-Man No Way Home, qui va être. Que Sony essaye de tout cacher, là, ça a bien l'air d'être un multiverse film qui va être une transition entre WandaVision et Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Et les rumeurs qui coupent, je veux savoir ton avis là-dessus. Puis après ça, on va enchaîner sur les comics. Il parle comme quoi que Charlie Cox, qui a interprété Daredevil sur Netflix, et John Berthold, qui a interprété Punisher aussi sur Netflix, seraient deux acteurs qui auraient été vus sur les lieux de tournage. Là, c'est des dire qui parlent de la série de She-Hulk, parce que cette série-là risque d'être beaucoup sur le côté de la cour de la justice, parce que She-Hulk est une avocate. Donc, on pense que Matt Murdock, l'avocat, serait présent dans She-Hulk, mais on a aussi des dire comme quoi que ça serait peut-être dans Spider-Man No Way Home à cause du multiverse, qu'on verrait John Berthold, qui l'apparition des comics, c'était Punisher apparaissait la première fois dans un comics de Spider-Man, donc le lien serait direct.
Puis le fait en plus que dans le Spider-Man Far From Home, à la fin, tout le monde apprenait que Spider-Man, c'était Peter Parker, fait qu'il part une chasse à l'homme aussi là-dessus. Là. Je vais avoir ton avis. D'après toi, t'aimerais-tu voir ça si ça se réalise? John Berthold, Punisher et Charlie Cox, Daredevil, que ce soit dans She-Hulk ou dans Spider-Man 3, qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que moi, je trouve l'idée très intéressante. OK. Que je cherche Peter Parker, il vient de Queens, Fox de Hell's Kitchen, Ouais. deux quartiers de New York. Mm-hmm. Donc, logiquement, il n'y a pas de raison pour pas que les deux pourraient se rencontrer. C'est ça. Ouais, c'est pas comme un avocat qui travaille en Californie qui tout d'un coup viendrait travailler dans une cour de la justice à New York pour défendre Peter Parker. Ils sont liés à quelque part d'être dans la même ville. Exactement, donc il y a une certaine logique. Ouais. Puis, tu préférerais-tu voir Matt Murdock dans Spider-Man 3 ou dans She-Hulk? Pourquoi pas les deux? Ça pourrait. Regarde, Le pire, c'est que je n'ai pas pensé à ça. Ça se pourrait qu'ils soient liés par rapport aux deux. Là. Oui, c'est vrai. Je veux pas, disons que Cox, comme personnage, ça va prendre un petit bout avant, mettons, son propre film ou un rôle, mettons, établi dans le MCU. Donc, pourquoi pas dire, mettons, un petit halo à la Stan Lee un peu partout. Un genre de caméo, une petite présence sans être vraiment important, juste pour dire que le personnage fait partie du même univers. Là. C'est ça. Puis que mon tour s'en vient. Mon tour s'en vient. I'm next. OK, bon. Fait que t'es positif sur ces nouvelles-là. Moi, de mon côté, je t'ai amené parce que je veux que tu m'informes, je veux que tu me tiennes au courant, un peu comme avec Benoît Vincent Roch. Je veux que tu me présentes des comics, puis là, tu as 2, 3, 4 comics que tu vas me parler. Fait que je te laisse ta parole. Pitch-moi ton pitch de vente par rapport à pourquoi je devrais acheter les comics que tu me conseilles cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai Fantastic Four, c'est numéro 30. OK. Le numéro, plutôt, 31. Pardon, OK. 31. Pour le comic-là, disons que je suis un in puis out. Donc, j'achète certains numéros ici par là. Ouais, tu essayes des fois, là, voir que ça a l'air, c'est ça? OK. Donc, le numéro 1 en particulier, le numéro 31, c'est plus un. Mettons, l'histoire, tu as vraiment un début puis une fin. OK, c'est juste un one story. Ouais, c'est ça. C'est comme un stand-alone. OK, tu n'as pas besoin d'avoir acheté les 6 premiers avant puis de suivre encore après. Là. Ouais. OK. Donc ça, mettons, c'est un comic dans le quotidien des personnages. OK. Le numéro avant, là, c'était un tie-in avec le King in Black. Ouais, on en a parlé beaucoup, justement, il n'y a pas longtemps, là, avec le côté de toute la création du symbiote, là, l'univers de ça autour de Venom et des autres personnages là, comme Carnage, tout ça. Là. Puis le prochain numéro qui va sortir, c'est probablement la raison que je vais probablement continuer après. Le titre de l'histoire, c'est Bride of Doom. Oh, donc, pour vrai? Disons que je suis très curieux au prochain numéro. La fan de Doom, elle va le voir sans son masque, sous les draps. OK. Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi, à part le fait que peut-être c'est juste un stand-alone story, c'est-tu le côté artistique, c'est le scénario? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je suivais les artistes que j'aimais. Fait que quand, mettons, OK, un exemple, là, c'est peut-être pas le meilleur, c'est plus un côté caricature, mais j'étais dans la génération de Todd McFarlane, OK? Et lorsque Todd McFarlane dessinait Spider-Man, ben, j'achetais tous les Spider-Man de Todd McFarlane. Et lorsque Todd McFarlane faisait un mois, une apparition spéciale pour faire un cover de Incredible Hulk, ben, j'achetais Incredible Hulk parce que Todd McFarlane avait fait le cover. Est-ce que c'est un peu ça comme ta façon de consommer ou c'est vraiment par curiosité juste de l'histoire? Ou des fois, tu suis les artistes ou les écrivains? Dans le cas de Fantastic Four, c'était comme c'était un coup de tête. Ouais, OK. Il y a certains écrivains que je suis. OK. En particulier, récemment, c'est d'ailleurs la personne qui a écrit Venom. Là. C'est Donny Cox, ça, c'est l'écrivain. OK. Fait que lui tu le suis, là, c'est ça.
Oui, présentement, oui. C'est lui qui est l'écrivain sur Venom présentement. OK. Je l'avais suivi une run à l'époque. C'était une mini-série, une mini-série, plutôt un story arc sur Thanos. Ça, c'était écœurant. OK. C'était de mémoire, c'est, mettons, sorti dans les dernières années, donc c'est quand même assez récent. De mémoire, c'est comme numéro, toujours de mémoire 13 à 18. Puis il a déjà écrit aussi sur Doctor Strange, son run sur Strange, ça aussi, je l'avais bien aimé. OK. Mais là, Fantastic Four, c'est le numéro 31. Il n'y a pas rapport à ça. Toi, tu t'es vraiment dit, OK, j'essaye ça, ça a l'air cool, je le jette. Oui, oui, oui. Puis tu le recommandes parce que tu as aimé ça, autrement dit. Oui, disons que c'est intéressant. C'est léger comme, Ouais. comme lecture. J'ai une parenthèse à te faire par rapport au fait des 4 Fantastiques en comics. Là. Je veux que tu me Oui, parles des autres titres par après, mais juste te poser la question, as-tu hâte de voir les 4 Fantastiques arriver dans le MCU? si le film est bien fait. Hein? Ouais. Non, mais même les personnages, parce qu'il y a des chances qu'ils les incorporent à travers les autres films, peut-être même avant. Là. Moi, je vais vous dire comme quoi qu'ils seraient peut-être en genre de cameo ou leur première apparition serait dans Ant-Man and the Wasp 3, là, Oui. par rapport à l'univers quantique. Mais moi, j'ai hâte. J'ai juste te dire ça comme ça. J'ai bien hâte de voir les 4 Fantastiques parce que de ce que moi, je me rappelle quand je les collectionnais, comment on appelle ça, de World's Biggest Comics Family Magazine, là, qui appelait, là, tout le temps en haut, il y avait comme un nickname, là, un catchy phrase, là, Ouais. ou le Comics World First Family. Oui, ça Euh, peut... les comics les histoires, les aventures des 4 Fantastiques ressemblent en rien à ce qu'on a vu dans les films précédents. C'est toujours ça qui t'essaie d'expliquer au monde. Non, non, les 4 Fantastiques, c'est de l'exploration d'univers parallèles, de dimensions, de monstres, de créatures, un peu comme ce qu'on voit dans ce qu'ils ont bien fait justement dans les films de Pixar là, avec The Incredibles. Hein. Les Incredibles, c'est un meilleur film des 4 Fantastiques que ce qu'on a vu dans les films des 4 Fantastiques. J'ai hâte que Kevin Feige s'assied à table et dise c'est ça qu'on fait avec les costumes, le design, les aventures, les créatures, les gadgets que Reed Richards est capable de créer, la sensibilité des yeux bleus de Ben Grimm, le côté farouche, combattant, mais en même temps très immature de le Human Torch. Tout ce côté-là, j'ai hâte qu'ils mettent ça à l'écran. J'ai hâte que le monde goûte. Ceux qui n'ont pas connu les comics, j'ai hâte que les gens qui consomment juste les films ou les séries Disney Plus goûtent à ce que c'est vraiment être un fan des 4 Fantastiques. Puis en tout cas, moi, j'essaie de convaincre tout le monde. Fait, ouais, j'ai vu les films précédemment, puis c'est pas débile. Ouais, non, non, c'est parce que c'est vraiment pas. C'est pas des bonnes adaptations. C'est pas vraiment, je te dirais, une image fidèle, Ouais. disons. C'est prendre trop de liberté, puis en même temps, de ne pas comprendre vraiment qu'est-ce qui a fait fonctionner les 4 Fantastiques depuis si longtemps. D'ailleurs, avant que Fox soit acheté Par Disney. Disney, Ouais. une des raisons, il y avait une époque que les 4 Fantastiques, Marvel, ils ont carrément arrêté de les publier. Ben, c'est parce que Fox détruit un peu la popularité de ce que c'est les 4 Fantastiques avec leur film. J'imagine que moi, ce que j'avais lu, c'est que les bandes dessinées se vendaient même plus dans les. Pas dans le sens qu'ils avaient arrêté d'être publiés, mais que les ventes étaient tellement basses que Marvel a dû faire on arrête ça parce que ça se vend pas, on perd de l'argent avec ça. Puis moi, la fait que moi j'ai attendu, c'était aussi que s'ils continuent, mettons, à publier des comics des 4 Fantastiques, et pour comme donner des idées côté film pour Fox. Hein. Ouais, ouais, il y a ça. Ouais. Mais tu sais, en même temps, anyway, c'est tout des oui-dire, puis on en est rendu où est-ce que le meilleur des mondes fait que c'est Marvel, toute la famille ensemble, à part quelques-uns personnages encore qui sont à l'extérieur. Là, on parle de Namor, il y a Hulk. Parce qu'il y a quelques personnages qui ne peuvent pas vraiment encore faire de quoi, mais on est dans un meilleur monde aujourd'hui. Non, c'est comme OK. un all-in-one. All in one, ouais. Deuxième titre de comics que tu veux me parler? Oui, j'ai cite. C'est New Mutants. Numéro 17, c'est ça? Oui. OK.
Mais le numéro 17, ça doit être comme la deuxième, troisième, quatrième volume de ça. Là, parce que moi, je me rappelle d'avoir lu les comics de New Mutants quand j'étais jeune, puis ça l'avait arrêté au numéro 100, volume 1. Fait qu'il y a dû avoir quelques nouvelles versions de ça. Là. Oui, oui. C'est Et ça. ils en Ouais, sont, ils en sont rendus à quoi avec les New Mutants? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, les New Mutants, dans les comics de Marvel? les mutants sont, mettons, sur leur propre île. Ouais, Puis c'est comme leur propre entre guillemets, pays, entre guillemets, ouais. avec leur règles, puis toute la kit. Mhm. Euh, par rapport aux New Mutants, c'est plus rapport, mettons, aux jeunes. Les Ouais. mutants qui commencent à découvrir leur pouvoir, puis À les contrôler, à savoir vivre avec ça. Là. c'est ça. C'est comme, mettons, en guillemets, la vie d'un adolescent, Ouais. mettons. Mais de moi, ce que je me rappelle quand j'étais jeune, les New Mutants étaient au manoir de Charles Xavier et étaient formés par des professeurs, un peu comme ce qu'on a vu dans les films. Là. Oui. Puis vers la fin, ils ont pris de la maturité et sont devenus leur propre entité avec les X-Force, blablabla. Aujourd'hui, c'est une gang de jeunes qui sont formés sur l'île avec les autres mutants ou comment ça Oui. fonctionne? Ils ont des chaperons qui leur guident OK? sur l'île. Dans le numéro 17 en particulier, c'est que comme par rapport au numéro avant, par exemple, parce qu'aujourd'hui, dans X-Men, tu as des gates que tu peux te promener d'une place à l'autre, Mhm. un genre de téléportation, mettons, ou un portail. OK? Puis, dans l'histoire actuelle, mettons, il y a un groupe de jeunes qui est allé dans un portail qui allait, qu'on appelle Otherworld. C'est comme, mettons, une place avec toutes sortes de mondes, peut-être pas parallèles, mais un peu différents, puis pour, mettons, relier avec notre réel actuel. Là. OK. Donc, c'est vraiment. Il y a des portes qui mènent à des corridors qui font des liens, genre des trous noirs dans d'autres univers ou dans d'autres espaces de notre planète. Là. Mettons un portail qui va dans une autre dimension. D'autres dimensions. OK, OK. Donc, Ouais. ça amène quoi dans le monde de Mojo, dans le monde de Savage Land, dans d'autres univers aussi qui sont créés Ouais, pour le c'est besoin ça. d'histoire? Disons que c'est plutôt des territoires un peu inconnus. OK. Il y a eu un story arc il y a quelques temps qui s'appelait X of Swords. OK, ouais. Puis il y a eu un tournoi dans le Otherworld. Puis c'est ça, donc dans New Mutants, il y a des ados qui sont allés à Otherworld. Puis quand sont revenus à la maison, il manquait quelqu'un. Ils sont allés voir les professeurs ou les personnes en charge des ados pour essayer pour aller le chercher. OK. Ça a l'air un petit peu compliqué pour moi, là, mais OK. Puis, dans cette bande-là que tu as achetée, il se passe quoi vraiment? Deux personnages, en principe, qui sont, mettons, les deux profs du groupe. Il va dans le Otherworld pour chercher le jeune mutant qui est pas revenu à la maison. Ensuite, les autres sont fait capturer par un personnage qui s'appelle Merlin, qu'il y a eu une entente avec eux pour aller voir, ça s'appelle, le personnage, c'est Lady Rouma, qui est, mettons, un Merlin. Merlin, OK. OK. Donc, ils ont eu une entente avec lui pour, parce que c'est elle qui a le jeune. Donc, Tu essaies de me raconter des affaires sans spoiler, c'est ça le problème. Là. moi, c'est ça. Donc, Ben, en gros, c'est quoi? C'est deux professeurs qui vont à travers le Outer Worlds pour aller chercher un jeune qui est perdu. C'est ça l'histoire. ouais, c'est ça. Les deux profs ou les deux, donc les deux mutants, c'est Danny Moonstar
puis Karma. OK. Personnage que je connais pas. Pas grave. OK, ça, c'est. D'ailleurs, ça, la plupart des New Mutants, c'est plutôt des personnages inconnus. Ouais, c'est des nouveaux souvent qui vont introduire à travers les New Mutants, ça, ouais. Donc, la seule peut-être le plus connu du groupe, ça serait le Scout, qui est clone de X-23. Tous des personnages que je connais pas. Tu me perds. OK. Ben, OK, en gros, c'est une quête pour retrouver un jeune. Troisième bande dessinée, on peut peut-être tourner sur l'autre numéro. Là. C'est Savage Avengers. OK. C'est le numéro 20. OK. Ça, c'est une série qui s'appelle Savage Avengers. C'est pas juste le titre pour ce numéro-là. C'est une série depuis numéro 1 jusqu'à là, numéro 20. Savage Avengers. Pourquoi Savage? Savage, disons que, en principe, en gros, la série tourne autour de Conan le Barbare. Hein? Ah, ouais. OK. Ouais. Puis, depuis le début de la série comme telle, il y a eu un tourniquet de personnages qui a fait son entrée dans Savage Avengers. Il y a un gros méchant, Kulan Gaff. OK. Et c'est quoi? L'histoire se passe autour de Conan. Mais Conan, c'est pas un autre univers, ça? C'est relié à Marvel. Je sais que Marvel a publié des histoires de Conan. Mais là, Conan est dans l'univers de Marvel? Mm-hmm. OK. Ouais. Je crois il fait partie du groupe de Savage Avengers. OK. Quel autre personnage populaire fait partie de ce groupe-là? Parce que l'autre Cosmonomie, je ne le connais pas, mais Conan, ça me dit quoi? C'est quel autre personnage qui tourne autour de cette équipe-là? En gros, qu'on a déjà vu, Doctor Strange, OK. Doctor Voodoo. OK. On a vu Deadpool, Wolverine, Punisher. Wolverine fait là-dedans. Punisher. OK, c'est plus un côté. On a vu Electra. Donc, mais c'est pas, disons, d'un numéro à un autre. On voit pas tous les personnages. Non, ça, il y a un roulement, là. C'est un roulement. OK. Puis l'histoire, en gros, c'est quoi? C'est-tu parce que c'est un univers parallèle par rapport au temps? Parce que Conan the Barbarian, c'est pas dans le présent. C'est du fantastique dans le passé. Comment ils ont relié Conan the Barbarian avec Wolverine? Moi, je suis pas capable de faire le lien, là. Est-ce que c'est pas une connexion comme telle avec Wolverine? C'est plus je te dirais honnêtement, une connexion entre Conan et Doctor Strange. OK, donc il y a du multiverse là-dedans, là. Oui, parce que le méchant dans l'histoire, Kulan Gaff, il y a une certaine connexion entre Conan et Doctor Strange. OK. Doctor Strange avait déjà eu, mettons, des lignes avec lui dans le passé. Puis c'est Doctor Strange qui est allé le chercher, Conan. Donc, il va chercher Conan et Conan the Barbarian est dans le présent, dans l'univers de Marvel? Oui. Oh my God, ça doit faire comme le film d'Encino Man. Il ne doit pas vraiment comprendre ce qui se passe autour de lui. C'est très particulier. C'est disons qu'un personnage, disons qu'il n'est pas dans son temps. Ouais. Ouais, j'imagine mal Conan the Barbarian dans un centre d'achat. C'est non, c'est comme on veut pas comme peut-être comme un diamant pas poli. Là. Donc, il y a encore du Rough Edges. Ouais. Ah, il se rase pas les aisselles, là. Non, mais en même temps, je comprends un peu le lien par rapport à Doctor Strange, puisque même dans les films ou dans les comics, il y a eu beaucoup de sorcellerie, de magie noire dans les histoires de Conan, dans les bandes dessinées. Même ils en ont présenté un peu dans les films avec Arnold Schwarzenegger. Ils ont amené un côté un petit peu mystique, magie noire, sorcellerie. Donc, je peux comprendre le lien, mais en même temps, je te dirais que des 3 titres que tu m'as présentés, c'est celle qui pique le plus ma curiosité parce que j'ai toujours aimé le personnage de Conan the Barbarian. Puis, j'essaie d'imaginer un peu ce que ça doit avoir de l'air dans l'univers de Marvel avec des Avengers.
Je sais pas, je dis, ça doit être lui qui il prend la place de Hulk, en réalité, le côté combat sauvage, pas arrêtable. Là. C'est lui qui prend la place de Hulk dans Avengers. Disons que on pourrait dire que le côté Savage dans le site, c'est comme c'est vraiment basé sur Conan. Ouais. Puis comme, mettons, les autres personnages qui gravitent autour de lui. Y a-tu de la bisbille entre lui et Wolverine ou lui et Hulk? Y a-tu des histoires, des potins? Y a-tu des potins que tu peux me conter de ce qui s'est passé avec Conan et d'autres personnages qui ont comme cogné un peu là, dans l'histoire que tu as lues de ça? Ça m'intrigue, là. Certains, disons que c'est pas un personnage qui peut, mettons, plaire à tout le monde. Lui, il comme, mettons, il a une idée, puis il essaie de le convaincre pour autre chose ou quelque chose de différent. C'est bien difficile. Ouais, tu dis pas à Conan, attends, on va jaser avec. Prends un café, là, on va jaser avec. Ça doit être genre, non, non, sors l'épée, pars au combat. OK. Bon, écoute, ça, c'est pas bien comme titre, là-dessus, comme tu me fais découvrir d'autres bandes dessinées comme peut-être les gens aussi qui regardent qui vont peut-être faire Hey, c'est intéressant. Bon, j'essaie de retrouver mes notes un peu. Peut-être une dernière chose qu'on peut peut-être parler vite, vite. Parce que moi, je ne connais pas le personnage. Et Oui. toi, tu sembles un peu connaître, en tout cas plus que moi, par rapport à la période de consommation de bande dessinée. Il y a quelques jours, il y a des images qui sont sorties du tournage de la série de Disney Plus pour Miss Marvel. J'ai j'ai pas beaucoup de connaissances de ce personnage-là parce que c'est un personnage qui est assez récent dans l'univers des comics. Et là, je ne sais pas pourquoi ils veulent la pousser absolument du côté cinématographique, mais parce qu'il me semble qu'il y en a tellement d'autres qui auraient pu mettre avant. Mais anyway, euh, Miss Marvel, le costume a été publié, puis ce que j'ai vu, j'ai fait mes petites recherches, ça semble être authentique par rapport au costume que l'on voit dans les bandes dessinées ou même le jeu vidéo Avengers qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le costume a l'air très, très, très bien fait par rapport à une réalisation en vrai, le physique. Puis je vais avoir ton avis là-dessus. Je ne sais pas si tu connais un peu plus. Ben, tu connais certainement un peu plus le personnage que moi, parce que moi, je ne le connais vraiment pas. Je ne comprends pas le buzz autour de Miss Marvel. Puis en même temps, je me demande pourquoi qui pousse ce personnage-là déjà avant même d'autres personnages qui auraient peut-être été plus intéressants. Mais oui, ton avis là-dessus sur le costume puis le personnage de Miss Marvel? Moi, ce que je trouve ça, c'est pas mal intéressant qu'encore une fois, il essaie de faire, mettons, un costume plus par rapport au comic. Ouais. Côté personnage, précisément, ils sortent une série qui s'appelle Magnificent Miss Marvel. OK. Rien de moins. Ouais. Puis, donc, c'est pas Carol Danvers, mais la jeune ado Oui. que elle joue aussi dans une série qui s'appelle Champions. OK. Elle est, mettons, entourée des jeunes comme le Spider-Man, Miles Morales, t'as Nova, OK. puis d'autres jeunes qui, mettons, sont, mettons, en guillemets, pour dire une version Avengers Junior, mettons. Ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Donc, je présume que c'est pour faire découvrir le personnage puis permettre à ouvrir d'autres portes à autre chose plus tard. Ouais, ben, mon nez me dit qu'il tourne autour de peut-être voir s'ils sont capables de faire un New Avengers au cinéma. Parce que dans WandaVision, on a vu les deux enfants de Wanda. Dans Captain America, on a vu le jeune garçon afro-américain qui devient le nouveau genre Captain America plus tard dans New Avengers, dans les comics. Là, on a Miss Marvel. J'ai l'impression qu'on se dirige, et je ne serais pas surpris même qu'on voit le personnage qui devient le conjoint de l'un des deux enfants de WandaVision, qui est comme, je pense, c'est Goliath ou quelque chose comme ça, qui devient genre de Hulk. Je ne serais pas surpris qu'on voit ce jeune homme, ce jeune garçon-là dans la série de She-Hulk. J'ai l'impression qu'ils s'en vont pour réaliser un film comme s'ils feraient un Power Pack. Tu connais Power Pack? Oui.
J'ai l'impression qu'ils vont faire soit une série qui va être un merge de tous ces jeunes-là ensemble pour aller rejoindre un auditoire plus jeune. Parce que veut pas, un peu comme les films d'Harry Potter ou toutes les autres franchises, avec le temps, les franchises suivent l'évolution de l'âge de leur auditoire. Tu sais, comme Harry Potter, tu regardes les premiers films, puis tu regardes les derniers films. Les derniers sont beaucoup plus matures, dark, sérieux que les premiers parce que les jeunes ont grandi. Puis j'ai l'impression que Marvel est déjà en train de préparer une relève du fait que ça fait déjà 10 ans qu'ils roulent leur film et leur nouvelle série. Puis là, leur auditoire vieillit. Puis mon petit nez me dit que tous ces personnages-là qu'on entrevoit présentement, c'est pour justement amener une version McDonald's, plus jeune. Version où est-ce que tu vas avoir tous les plus jeunes super-héros qui vont rejoindre un auditoire plus jeune. La nouvelle génération des gens qui vont vouloir voir les séries télé ou les films au cinéma. Je ne sais pas si tu penses la même chose que moi là, par rapport à ça. C'est peut-être un peu ça qui pousse Miss Marvel à être déjà avoir sa série sur Disney+. D'après que j'ai pu comprendre aussi, c'est quand même un personnage quand même peut-être accrocheur pour les jeunes aujourd'hui. OK. Donc, ça reflète notre société d'aujourd'hui. OK. Ses pouvoirs à elle, tu connais-tu ses pouvoirs? Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'elle a des bras élastiques comme Monsieur Fantastique. C'est pas mal tout ça. Jaune, puis côté force, on pourrait dire elle cogne. Elle cogne? Non, mais c'est parce que, tu sais, comme Spider-Man, c'est un homme qui a des pouvoirs d'araignée. Hulk, c'est une force brute. Doctor Strange, c'est de la magie. Elle, je ne suis pas capable de dire c'est quoi. Elle s'appelle Miss Marvel. C'est tellement général comme titre, comme nom. Puis en plus, ça ressemble tellement à Captain Marvel. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui vont se mélanger là-dedans. Là. Mais je ne suis pas capable de dire c'est quoi, elle, sa force ou son identité. Son identité, c'est ça. Je ne suis pas capable de savoir c'est quoi. Qu'est-ce que. Tu me parlais comme Drax, là. Qu'est-ce que Miss Marvel? c'est ça. Il va bien falloir amener quelqu'un ou que je prenne le temps de faire la recherche sur ce personnage-là. Mais anyway, on verra bien ce que ça va donner sur Disney+. À date, au moins, on voit que le costume est authentique par rapport à la bande dessinée, un peu comme ce qu'on parlait au début avec Hawkeye, avec Jeremy Renner, qui a le costume qui ressemble plus aux comics des récentes années. Là. Mais moi, je tiens à te remercier d'avoir participé à l'émission, Pierre-Luc Tifo. J'espère que tu vas revenir. Fait qu'entre-temps, tu vas avoir encore de l'argent à dépenser pour acheter des bandes dessinées. Continue à faire ce que tu fais bien. Puis écoute, la prochaine fois, tu auras peut-être ton costume de Wolverine. Moi, si je fais ça, je dis, y a-tu son costume de Wolverine? Il va avoir son costume. Je ne sais pas. Fait que je te dis merci beaucoup. Puis je dis aux gens qui regardent la vidéo, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs et de cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications de chacun des épisodes diffusés sur la chaîne. Merci beaucoup. Denis Lalemière et Pierre-Luc Tifo. Bonne journée.